Vous avez deux choix. Soit vous me remettez cette voiture, soit je la fais enlever de force. HOA Karen rugit, les yeux brillants comme si tout le quartier devait s'incliner devant son royaume. Les résidents restèrent figés, mi-croire, mi-doutant, tandis que moi, le propriétaire de la voiture, je croisais simplement les bras et observais le spectacle. Karen a sorti son téléphone, composé le 911, certaine qu'elle allait m'humilier en plein jour. Mais elle ne savait pas qu'appeler la mauvaise personne pouvait transformer l'accusateur en accusé, car je n'étais pas aussi ordinaire qu'elle le pensait. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Je voulais juste récupérer mon ordinateur portable dans ma voiture et rentrer chez moi pour passer un dimanche après-midi tranquille. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à jouer dans un théâtre absurde de banlieue grâce à Victoria Peaton, mieux connue sous le nom de Karen, la femme qui a transformé la présidence de l'Association des propriétaires en une affaire de vol. Mais voilà le problème quand on travaille dans la fonction publique fédérale pendant 15 ans. On apprend à apprécier les procédures appropriées, les preuves documentées et le fait de laisser les gens se détruire avec leurs propres mots. Karen se tenait devant ma Honda Civic comme un videur vêtu de couleur pastel, le doigt pointé vers mon pare-brise. Ce véhicule, a-t-elle annoncé à la foule qui s'était rassemblée, est garé en violation directe du règlement 47B, paragraphe 3, de l'Association des propriétaires concernant le stationnement le week-end à proximité des boîtes aux lettres de la communauté. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer sa performance. Elle avait même réussi à citer un règlement qui semblait suffisamment officiel pour tromper quiconque n'avait pas passé 2 décennies à apprendre comment fonctionne l'autorité par rapport à la façon dont les gens pensent qu'elle fonctionne. La chaleur estivale qui se dégageait de l'asphalte créait des vagues scintillantes entre nous, imprégnées de ce cocktail suburbain de paillis frais et d'eau de piscine chlorée. La voix de Karen avait cette fréquence particulière qui la rendait à la fois stridente et autoritaire. Elle l'avait perfectionnée au fil d'innombrables rencontres avec des voisins qui avaient osé commettre des crimes odieux comme se garer à 3 places trop près de l'allée de quelqu'un. « Madame, ai-je dit en sortant mon téléphone avec une indifférence feinte, je suis garé sur une place de stationnement public légal. L'Association des propriétaires n'a pas autorité sur le stationnement dans les rues publiques. L'application d'enregistrement s'est activée avec un clic à peine audible. La loi de Virginie sur le consentement d'une seule partie signifiait que je n'avais pas besoin de sa permission, et quelque chose dans l'assurance théâtrale de Karen suggérait que cela valait la peine d'être conservé. Elle était sur le point de fournir suffisamment de cordes pour se pendre dans n'importe quel tribunal. Le visage de Karen passa par plusieurs nuances de rouge. « Je me fiche de ce que vous pensez savoir sur le code de la route », rétorqua-t-elle. « C'est une propriété privée et j'ai le droit de faire enlever les véhicules non autorisés. Déplacez cette voiture de votre plein gré ou je la ferai remorquer et vous serez arrêté pour intrusion. » La foule murmura en signe d'approbation. Rien de tel pour animer un dimanche après-midi que de voir quelqu'un menacer quelqu'un d'autre d'arrestation pour une place de parking. Le soleil matinal se reflétait sur ma carte d'identité fédérale lorsque je sortis mon portefeuille. Avant de passer un appel que vous pourriez regretter, ai-je dit en ouvrant l'étui en cuir, vous devriez savoir à qui vous avez affaire. Le badge a reflété la lumière, et j'ai vu l'expression de Karen passer de la certitude suffisante à la confusion, puis à l'inquiétude lorsqu'elle a lu « Chef fédéral de l'Intérieur » en caractères officiels. « Je me fiche que vous soyez le président », a déclaré Karen, bien que sa voix ait perdu de sa conviction et pris le ton aigu que les gens utilisent lorsqu'ils essaient de se convaincre eux-mêmes. C'est une propriété privée et j'ai autorité ici. Mais je voyais les rouages tourner, la lente prise de conscience qu'elle avait peut-être choisi la mauvaise voiture et la mauvaise personne pour faire étalage de son pouvoir un dimanche. Des sirènes déchirèrent le silence matinal, se rapprochant de plus en plus. Le visage de Karen s'illumina. L'incertitude avait fait place à une conviction renouvelée. « Ça doit être la police », annonça-t-elle triomphalement. « On verra ce qu'ils diront de ton fédéral quand ils te traîneront hors de ma propriété. » L'ironie était presque belle, comme regarder quelqu'un marcher avec assurance vers une falaise. L'inspectrice Sarah Morrison arriva avec un manque d'expérience, sa voiture de patrouille s'arrêtant avec la prudence de quelqu'un qui avait déjà géré des disputes de voisinage, qui avaient commencé pour une place de parking et s'étaient terminées devant les tribunaux.
Elle était dans la trentaine, avec une compétence alerte qui vient de nombreuses années passées à trier les débris de la banlieue. Quel est le problème? Demanda Morrison avec une neutralité diplomatique. Karen se lança dans son discours préparé sur l'autorité de l'Association des propriétaires, les droits de propriété privée et les règlements que j'avais prétendument enfreints. J'attendis patiemment, observant l'expression de Morrison rester soigneusement neutre tandis qu'elle assimilait cette performance théâtrale. Lorsque Karen fit une pause pour reprendre son souffle, je tendis ma carte d'identité fédérale à Morrison. Inspecteur, je suis Mark Chandler, chef des services fédéraux de l'intérieur. Je me suis garé légalement pour récupérer du matériel de travail. Mademoiselle Piton a menacé de me faire arrêter. Morrison examina minutieusement mes papiers, les sourcils levés, tandis qu'elle assimilait les implications d'une menace proférée à l'encontre d'un agent fédéral pour un différend de stationnement. La foule s'était agrandie et comprenait désormais la plupart des habitants du quartier, attirés par les sirènes, les cris et ce divertissement inhabituel un dimanche. Morrison regarda ma carte d'identité, puis Karen, puis à nouveau ma carte d'identité, réévaluant tout. Madame, a-t-elle dit à Karen, savez-vous que vous êtes dans une rue publique et que le règlement de l'Association des propriétaires ne s'applique pas au stationnement dans les rues publiques? Madame, a dit Madame Robert en s'avançant, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, mais clairement audible. Et Jean, a-t-elle dit en jetant un regard nerveux à Karen. Monsieur Chandler n'est pas la première personne à qui Madame Pimpton fait cela. Elle fait preuve de créativité avec les règles de l'Association des propriétaires depuis un certain temps déjà. Ces mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme, transformant ce qui semblait être un simple différend de stationnement en quelque chose de plus intéressant d'un point de vue fédéral. Je regardais Madame Roberts, puis Karen, dont le visage était passé d'un rouge confiant à un pâle incertain, et je réalisais que mon dimanche tranquille était devenu beaucoup plus compliqué que quiconque ne l'avait prévu. 3 heures plus tard, j'étais assis dans mon bureau, les yeux rivés sur l'écran de mon ordinateur portable qui révélait plus que ce à quoi je m'attendais, lorsque tout cela avait commencé par un simple différend de stationnement. Le café avait refroidi entre le moment où j'avais découvert la 3e anomalie financière et celui où j'avais réalisé que l'interprétation créative de Karen Piton des règles de l'Association des propriétaires allait bien au-delà des règlements de stationnement. Ce qui avait commencé comme un divertissement dominical était en train de se transformer en quelque chose qui allait occuper mon attention pendant toute la semaine, que je le veuille ou non. Le site web du département des sociétés de Virginie affichait les déclarations annuelles de l'Association des propriétaires de Willowbrook, et même un coup d'œil rapide révélait des chiffres qui ne collaient pas. Les frais administratifs avaient doublé en 2 ans, passant de 12 000 à 24 000 $ par an, sans aucune explication correspondante dans les registres publics. Les contrats de gestion mentionnaient des paiements à Piton Consulting Services pour des montants qui semblaient excessifs pour un lotissement de 47 maisons. Soit Karen avait découvert une approche révolutionnaire de la gestion communautaire, soit elle traitait la trésorerie de l'association comme son compte bancaire personnel. J'ai consulté les statuts officiels de l'association déposés auprès de l'État et les ai comparés au règlement que Karen avait cité précédemment. Le règlement 47B, paragraphe 3, n'existait pas. Il en allait de même pour la plupart des restrictions de stationnement qu'elle avait mentionnées avec une telle assurance. Les statuts réels contenaient des dispositions standards sur les responsabilités des propriétaires, l'examen architectural et la perception des frais, mais rien qui donne à un président d'association de propriétaires le pouvoir de faire remorquer des véhicules sur la voie publique ou de menacer les résidents d'arrestation. Karen agissait par pure intimidation et partait du principe que la plupart des gens ne prendraient pas la peine de vérifier ses affirmations. Mon téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. Tu devrais laisser tomber avant que ça ne se complique. Il vaut mieux ne pas s'en mêler. Le message arriva à point nommé. Alors que je documentais les divergences entre les rapports déposés et les prétentions de Karen, j'ai fait une capture d'écran du SMS et l'ai enregistré dans un dossier qui prenait de plus en plus l'allure d'une affaire fédérale, que ce soit mon intention ou non. Menacer un agent fédéral, même indirectement, ajoutait une dimension intéressante à ce qui n'était au départ qu'un simple conflit de voisinage. La sonnette m'interrompit dans mes recherches. Madame Robert se tenait sur le pas de ma porte, jetant des regards par-dessus son épaule comme si elle s'attendait à être surveillée. « Monsieur Chandler, puis-je vous parler en privé? C'est au sujet de Madame Piton et de ce qui s'est passé aujourd'hui. »
Je l'ai invitée à entrer, remarquant qu'elle attendait que j'aie fermé la porte avant de reprendre la parole. Ce qu'elle vous a fait aujourd'hui, elle l'a fait à d'autres. Mon mari et moi, les Nakamura, avant qu'ils déménagent, le jeune couple d'Elm Street. Elle trouve des raisons de s'en prendre à des gens, les menaces de poursuites judiciaires et leur rendre la vie impossible jusqu'à ce qu'ils payent ou partent. Madame Roberts sortit un petit appareil d'enregistrement, du genre de ceux que l'on utilise pour les conférences ou les réunions. J'ai enregistré la dernière réunion du conseil d'administration de l'Association des propriétaires, celle où ils ont voté une nouvelle augmentation de nos cotisations, mais le vote n'était pas légal. Ils n'avaient pas le quorum et Mme Payton a compté 2 fois le vote par procuration de son mari. Elle a appuyé sur « Play » et la voix de Karen a rempli mon salon avec le même ton autoritaire que j'avais entendu plus tôt, expliquant que l'augmentation des cotisations était nécessaire pour améliorer les services communautaires, que personne ne pouvait vraiment identifier, mais que tout le monde serait tenu de financer. L'enregistrement révélait plus qu'une simple irrégularité financière. Il montrait Karen rejetant les questions sur les détails du budget, refusant de fournir le détail des dépenses et menaçant les propriétaires qui demandaient des documents de contrôle de conformité de leur propriété. Le ton était identique à celui que j'avais entendu ce matin-là. Mais le fait de l'entendre dans le texte d'une réunion officielle montrait clairement qu'il ne s'agissait pas d'intimidation aléatoire de la part des voisins. Il s'agissait d'une intimidation systématique visant à empêcher tout contrôle de ce qui semblait être un détournement de fonds continu. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » ai-je demandé. Madame Roberts a hésité, puis a semblé prendre une décision. 3 ans depuis que son mari avait obtenu ce poste au service d'urbanisme du comté. Du jour au lendemain, elle était devenue intouchable. Quiconque se plaignait se voyait accusé d'infractions qui n'avaient jamais posé problème auparavant. L'herbe était trop longue, la couleur de la boîte aux lettres n'était pas la bonne, les voitures étaient énervées 15 minutes de trop dans l'allée. Le schéma devenait clair et dépassait le simple excès de zèle de l'Association des propriétaires pour devenir quelque chose qui intéresserait plusieurs agences fédérales. J'ai passé l'heure suivante à documenter tout ce que Mme Roberts m'avait confié, établissant une chronologie qui reliait l'agressivité croissante de Karen au nouveau poste de son mari au sein du gouvernement du comté. L'enregistrement de la réunion du conseil d'administration fournissait des preuves de violation de procédure, mais il révélait également les noms d'autres résidents qui avaient été pris pour cible, un schéma d'intimidation soutenu par une autorité fabriquée de toutes pièces, destiné à empêcher quiconque d'examiner où allait l'argent. Après le départ de Mme Roberts, je suis retourné à mon ordinateur portable et j'ai commencé à recouper les paiements des fournisseurs de l'association avec les registres d'enregistrement des entreprises de Virginie. Peyton Consulting Services apparaissait comme une société enregistrée à l'adresse de Karen, sans employés, sans licence commerciale et sans service apparent autre que la réception de paiement de la HOA. Les paiements s'élevaient à près de 60 000 $ sur 2 ans pour des services de conseil qui n'étaient documentés nulle part dans les registres publics. Mon téléphone a sonné, l'identifiant de l'appelant indiquait le bureau du procureur de l'État de Virginie. J'ai répondu et j'ai trouvé l'assistante du procureur général Patricia Wells au bout du fil. « Monsieur Chandler, nous avons reçu cet après-midi une plainte alléguant que vous avez menacé un propriétaire de poursuite fédérale pour un différend concernant un stationnement. Madame Patton affirme que vous avez abusé de votre autorité fédérale pour l'intimider. » L'ironie était presque parfaite. Karen avait appelé le bureau du procureur général de l'État pour se plaindre d'un abus de pouvoir fédéral, apparemment sans se rendre compte que cela attirerait précisément l'attention des autorités qu'elle avait passé 3 ans à essayer d'éviter. « Mademoiselle Wells, ai-je répondu, j'ai des documents qui pourraient intéresser votre service chargé de la corruption publique. Madame Payton semble avoir détourné des fonds de l'Association des propriétaires, tout en utilisant des règlements inventés de toutes pièces pour intimider les résidents qui pourraient remettre en question sa gestion financière. J'ai également des preuves de l'implication potentielle de son mari grâce à sa fonction au sein du comté. Le silence à l'autre bout de la ligne s'est prolongé suffisamment longtemps pour que je me demande si l'appel avait été coupé. Puis Mme Wells s'éclaircit la gorge. « Monsieur Chandler, pourriez-vous passer à mon bureau demain matin et apporter tout ce que vous avez documenté jusqu'à présent? » Je regardais la pile de preuves qui s'amoncelait sur mon bureau. Les enregistrements, les irrégularités financières et le SMS menaçant, et je réalisais que la décision de Karen d'appeler le 911 pour une place de parking
venait d'ouvrir une porte qu'elle ne voulait pas voir s'ouvrir. Le lendemain matin, cela deviendrait une enquête officielle, et Karen Piton était sur le point de découvrir que les agents fédéraux n'ont pas besoin d'autorisation pour enquêter sur les affaires de corruption publique qui atterrissent sur leur bureau le dimanche après-midi. Le bureau du procureur général de l'État de Virginie occupait un bâtiment en granit gris qui avait l'air à la fois imposant et bureaucratique. Exactement ce à quoi on pouvait s'attendre d'un endroit où les carrières se font et se défont sur la base d'une application rigoureuse des procédures légales. L'assistante du procureur général, Patricia Wells, m'accueillit dans une salle de conférence remplie de livres de droit qui n'avaient probablement pas été ouverts depuis que l'Internet avait transformé la recherche juridique en une simple question de clic plutôt que de tournage de page. Elle était plus jeune que sa voix au téléphone ne le laissait supposer, peut-être 40 ans, avec le genre d'attention aiguë qui vient de l'expérience des affaires de corruption publique, où un détail manquant peut faire la différence entre une condamnation et l'embarras. Monsieur Chandler, merci d'être venu si rapidement. La plainte de Mme Piton soulève des questions intéressantes, surtout après avoir passé le week-end à examiner les documents que vous m'avez mentionnés. Wells étala une pile de documents sur la table de conférence, notamment des copies imprimées des registres financiers de l'Association des propriétaires que j'avais découverts, et ce qui semblait être des informations supplémentaires que son bureau avait recueillies de manière indépendante. Il semble que votre différend concernant le stationnement ait mis au jour quelque chose de bien plus important que ce que l'on pensait au départ. Avant de poursuivre, je dois clarifier le cadre juridique dans lequel nous évoluons, en particulier en ce qui concerne les lois sur l'enregistrement en Virginie. J'ai sorti mon téléphone et l'ai posé sur la table. Tout ce que j'ai enregistré est conforme à la loi de Virginie sur le consentement d'une seule partie. J'ai documenté mes conversations avec Mme Piton dans des lieux publics où elle ne pouvait raisonnablement s'attendre à une vie privée, et j'ai informé les parties concernées lorsque l'enregistrement avait lieu dans des situations où une notification était requise. Wells a acquiescé d'un signe de tête, prenant des notes pendant que je parlais. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Le consentement d'une seule partie signifie que vous n'avez besoin que de l'autorisation d'une seule partie à la conversation, qui dans ce cas est vous. La plainte de Mme Piton permet d'établir que vous avez suivi les procédures appropriées alors qu'elle a agi en dehors des limites légales. Wells a ouvert un épais dossier intitulé « Enquête Piton » et en a retiré une série de documents financiers qui faisaient noircer mes recherches du week-end pour des jeux d'enfants. Vos observations sur les finances de l'Association des propriétaires nous ont incités à demander des documents supplémentaires à la Commission des sociétés de l'État et au bureau du greffier du comté. Ce que nous avons découvert suggère que Mme Piton a mis en place un stratagème plus sophistiqué qu'un simple détournement de fonds. La société de conseil qu'elle a créée a reçu des paiements non seulement de votre association de propriétaires, mais aussi de 3 autres associations du comté, tous pour des services qui semblent n'exister que sur le papier. L'ampleur des activités de Karen devenait claire et s'étendait bien au-delà de notre petit drame de quartier. Wells m'a montré des relevés bancaires indiquant que Piton Consulting Service avait reçu plus de 200 000 $ au cours des 3 dernières années de la part de diverses associations de propriétaires qui mentionnaient tous les mêmes services administratifs vagues, impossibles à vérifier ou à documenter. Ce schéma suggère qu'elle a utilisé sa position pour établir des contrats de consultation, puis s'est servi de la position de son mari au sein du comté pour empêcher toute surveillance ou plainte d'atteindre les autorités compétentes. À propos de son mari, Wells a poursuivi. Le rôle de Robert Piton au sein du service d'urbanisme du comté a créé des conflits d'intérêts intéressants. 3 des associations de propriétaires qui perdent la société de conseil de sa femme ont obtenu des dérogations en matière d'urbanisme pendant son mandat, dont une qui a considérablement augmenté la valeur des propriétés des membres du conseil qui ont voté en faveur des contrats de conseil. Le réseau de corruption était plus étendu que je ne le pensais, impliquant non seulement des détournements de fonds par les associations de propriétaires, mais aussi des fraudes potentielles en matière de zonage et des violations des règles en matière de conflits d'intérêts qui pourraient intéresser les procureurs fédéraux. Wells a sorti un bloc-notes et a commencé à esquisser les prochaines étapes. Nous devons monter un dossier qui tiendra la route devant un tribunal fédéral. Cela signifie suivre les procédures à la lettre et s'assurer que toutes les preuves sont recevables.
Votre expérience au niveau fédéral nous donne de la crédibilité auprès d'un jury, mais cela signifie également que nous devons être certains de la juridiction compétente et de l'autorité appropriée. Elle me tendit un document officiel qui ressemblait à un mélange entre une assignation à comparaître et un contrat de travail. Je vous demande de servir de consultant spécial dans le cadre de cette enquête, ce qui vous garantira une protection juridique pour votre participation continue et vous assurera que toutes vos actions seront officiellement sanctionnées. J'ai examiné le document attentivement, notant qu'il officialisait mon rôle tout en préservant l'indépendance dont j'avais besoin pour mener l'enquête sans créer de conflit avec ma fonction fédérale. Cela me donne le pouvoir de recueillir des preuves et d'interroger des témoins dans le cadre d'une enquête officielle de l'État. Exactement. Wells a confirmé, ajoutant que cela offrait également une protection contre toute tentative de représailles et établissait une autorité légale claire pour des actions qui pourraient autrement être considérées comme du harcèlement ou de la traque. Nous avons passé l'heure suivante à élaborer une stratégie qui permettrait de documenter systématiquement les activités de Karen tout en préparant des accusations qui tiendraient devant un tribunal. Wells voulait établir un schéma de fraude qui allait au-delà du simple détournement de fonds pour inclure la conspiration, l'abus de confiance publique et, éventuellement, des accusations de fraude postale fédérale si nous pouvions prouver que le stratagème dépassait les frontières de l'État ou utilisait les services postaux fédéraux. La clé, c'est la patience et la documentation. Nous avons laissé Mme Petton continuer à exercer ses activités pendant que nous réunissions des preuves, puis nous lui avons présenté un dossier complet contre lequel elle ne pouvait ni se défendre, ni faire appel. Je n'ai pas manqué de remarquer l'ironie de la situation. La décision de Karen d'aggraver notre conflit de stationnement en appelant le procureur général de l'État avait accéléré une enquête qui aurait pu prendre des mois à se développer par les voies normales. Elle nous a rendu service, a observé Wells. Sa plainte établit un calendrier et crée un document officiel attestant de sa volonté d'abuser de son autorité à des fins personnelles. Lorsque nous présenterons cette affaire à un jury, nous pourrons lui montrer exactement comment elle opère en utilisant ses plaintes contre les autorités fédérales. Mon téléphone vibra, signalant un nouveau SMS provenant du même numéro inconnu que la veille. Dernier avertissement. Abandonnez cette enquête ou vous en subirez les conséquences. J'ai montré le message à Wells qui a immédiatement appelé un spécialiste en criminalistique numérique pour tracer le numéro et conserver les preuves. Menacer des témoins dans une enquête pour corruption publique est un crime fédéral, a-t-elle fait remarquer avec satisfaction. Madame Petton, ou la personne avec qui elle travaille, vient de faire passer cette affaire du niveau de l'État au niveau fédéral. La spécialiste en criminalistique, une femme discrète nommée Jennifer Chen, a examiné mon téléphone et confirmé que les messages menaçants pouvaient être tracés et conduiraient probablement à des accusations supplémentaires. Nous pouvons également mettre en place une surveillance pour intercepter toute communication future, ce qui aidera à établir l'existence de manœuvres d'intimidation continue. L'étau se resserrait autour de Karen, mais elle était trop arrogante ou désespérée pour cesser de le serrer elle-même. Wells m'accompagna jusqu'à la sortie du bâtiment, son attitude passant de celle d'un procureur à quelque chose qui s'apparentait à de l'admiration. Monsieur Chandler, en 20 ans de carrière dans les affaires de corruption, j'ai rarement vu quelqu'un découvrir autant de preuves par hasard. Votre différend concernant le stationnement a peut-être mis au jour la plus grande fraude immobilière de l'histoire de la Virginie. Le soleil matinal se reflétait sur les marches en granit tandis que nous nous serrions la main, et je réalisais que ce qui avait commencé comme une quête pour passer un dimanche après-midi tranquille était devenu quelque chose de bien plus important. Une dernière chose, ajouta Wells alors que j'arrivais à ma voiture. Soyez prudents. Les gens qui ont volé 200 000 $ et mis en place des réseaux de corruption n'abandonnent généralement pas sans se battre. Continuez à tout documenter, mais surveillez vos arrières. Je rentrais chez moi en pensant aux protocoles de protection fédéraux et en me demandant si Karen était assez intelligente pour comprendre que sa meilleure option à ce stade était probablement de négocier un accord avec le procureur, ou si son ego la pousserait à rendre cette lutte beaucoup plus dangereuse pour toutes les personnes impliquées. L'appel arriva à 6h30 mardi matin, me tirant d'un sommeil réparateur, le premier depuis le début de toute cette histoire. L'agent spécial Rebecca Torres, de l'unité de lutte contre la corruption publique du FBI, parlait avec l'efficacité d'une personne qui était déjà réveillée depuis des heures. « Monsieur Chandler, nous devons vous voir immédiatement. »
Votre enquête sur l'Association des propriétaires a recoupé une affaire fédérale sur laquelle nous travaillons depuis 8 mois. Dans combien de temps pouvez-vous vous rendre à notre bureau de Richmond? Le trajet entre chez moi et Richmond prenait normalement 45 minutes. Je l'ai fait en 32 minutes, poussé par la certitude grandissante que le royaume de Karen Peyton était sur le point de révéler des liens que je n'aurais jamais imaginés. L'agent Torres m'attendait dans une salle de conférence sécurisée qui semblait tout droit sortie d'un thriller d'espionnage, avec des tableaux blancs couverts de photos, de graphiques financiers et de fils rouges reliant divers points d'intérêt. Au centre se trouvait un organigramme qui faisait passer mes recherches du week-end pour un dessin d'enfant. Le visage de Karen apparaissait au milieu d'un réseau qui s'étendait aux fonctionnaires du comté, aux entrepreneurs de l'État et à ce qui semblait être un réseau multi-étatique d'opérations frauduleuses et de l'Association des propriétaires. Monsieur Chandler, voici la subdivision des opérations, a déclaré Torres en désignant le tableau mural. Votre litige concernant le stationnement vient de nous fournir la pièce manquante du puzzle sur lequel nous travaillons depuis janvier dernier. L'ampleur du réseau de corruption était stupéfiante. Torres m'expliqua que les enquêteurs fédéraux suivaient depuis un certain temps des mouvements financiers suspects dans la gestion des associations de propriétaires en Virginie, dans le Maryland et en Caroline du Nord, mais qu'ils n'avaient pas réussi à identifier le centre de coordination jusqu'à ce que mes documents sur les activités de Karen leur fournissent les liens qui leur manquaient. Madame Peyton ne se contente pas de diriger un réseau local de détournement de fonds, a poursuivi Torres en sortant un épais dossier marqué « confidentiel ». Elle est la coordinatrice régionale d'un réseau qui pille systématiquement les associations de propriétaires dans 3 États. Les paiements à la société de conseil que vous avez découverts ne sont que la partie émergée d'un iceberg gigantesque. Les documents financiers que Torres m'a montrés révélaient une opération sophistiquée qui faisait paraître les activités locales de Karen presque pittoresques en comparaison. Le réseau avait créé des sociétés écrans dans plusieurs États, établi de fausses relations avec des fournisseurs et mis au point un système de transfert d'argent entre les associations qui rendait tout suivi pratiquement impossible sans ressources fédérales. Votre voisine, Mme Roberts, n'était pas la seule à conserver des documents, a fait remarquer Torres. Nous avons des témoins coopératifs dans le Maryland et en Caroline du Nord qui ont documenté des activités similaires, mais nous avions besoin de preuves d'une coordination interétatique pour établir la compétence fédérale. La réaction de Mme Peyton à votre enquête nous a fourni exactement cela. Torres a ouvert un ordinateur portable et m'a montré des images de vidéosurveillance des 3 derniers jours. Karen apparaissait dans plusieurs clips, rencontrant des hommes en costumes coûteux dans différents endroits de la région métropolitaine de Washington. Ces réunions ont commencé immédiatement après votre rencontre dimanche. Mme Peyton est en mode gestion de crise, ce qui signifie qu'elle a contacté les coordinateurs de son réseau et qu'elle a peut-être détruit des preuves. La bonne nouvelle, c'est que nous surveillons ces communications depuis que votre affaire a pris de l'ampleur. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils savent que vous enquêtez et qu'ils prennent des mesures pour neutraliser la menace. Le mot « neutraliser » flottait dans la salle de conférence comme la fumée d'un incendie que je ne voyais pas, mais que je pouvais sentir. Torres a sorti un autre dossier. Celui-ci contenait des photos de ma maison, de ma voiture, et ce qui semblait être des photos de surveillance de ma routine quotidienne au cours de la semaine écoulée. Nous vous avons placé sous surveillance depuis lundi, Monsieur Chandler. Ce réseau dispose de ressources et de connexions qui vont bien au-delà de la simple fraude financière. Lorsque des gens volent des millions de dollars et corrompent des fonctionnaires, ils ont tendance à prendre très au sérieux les menaces qui pèsent sur leurs activités. Mon téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un SMS, et Torres me fit signe de lui montrer l'écran avant de le lire. Monsieur Chandler, c'est votre dernière chance de reconsidérer votre implication dans des affaires qui ne vous concernent pas. Si vous continuez à vous immiscer, cela aura des conséquences pour vous et votre carrière au sein du gouvernement fédéral. Torres a photographié le message et a remis mon téléphone à un technicien qui a immédiatement commencé à le tracer et à l'analyser. Ils sont désespérés, ce qui les rend dangereux, mais aussi négligents. Chaque communication qu'ils nous envoient nous fournit des preuves supplémentaires et nous aide à cartographier leur réseau. Torres a étalé une série de documents qui révélaient l'ampleur réelle de ce dans quoi je m'étais fourré en refusant de déplacer ma voiture pour Karen, qui avait usurpé l'autorité. Le réseau était actif depuis plus de 5 ans, avait corrompu des fonctionnaires dans plusieurs juridictions
et avait volé environ 12 millions de dollars à des associations de propriétaires dans toute la région. Votre affaire est devenue fédérale dès que Mme Payton a contacté les coordinateurs de son réseau pour obtenir de l'aide. Il s'agit désormais de complots interétatiques, de fraude électronique, de blanchiment d'argent, de corruption publique et d'intimidation de témoins. Nous envisageons des accusations au titre de la loi RICO qui pourraient mettre toute l'organisation hors d'état de nuire pendant des décennies. Je n'ai pas manqué d'ironie en constatant que la décision de Karen d'aggraver notre conflit de stationnement avait attiré exactement le type d'attention fédérale que son réseau s'efforçait d'éviter depuis des années. Elle a paniqué, a observé Torres en passant en revue le déroulement des événements depuis dimanche. Un criminel expérimenté aurait payé l'amende de stationnement, présenté ses excuses pour le malentendu et espéré que vous laissiez tomber. Au lieu de cela, elle a redoublé d'autorité et a activé le plan d'urgence de son réseau, ce qui nous a fourni tout ce dont nous avions besoin pour porter des accusations fédérales. Torres a décrit la phase suivante de l'opération, qui consistait à poursuivre mon rôle officiel de consultant d'État tout en fournissant des renseignements à l'enquête fédérale. Nous avons besoin que Mme Payton croie qu'elle a réussi à vous intimider pendant que nous terminons de rassembler des preuves sur ses partenaires du réseau. Pouvez-vous jouer le rôle d'un agent fédéral qui a été effrayé par des SMS menaçants? La question contenait plus d'ironie que Torres ne le réalisait probablement, car je faisais face à l'intimidation bureaucratique depuis 15 ans et j'avais développé une certaine immunité aux menaces de personnes qui surestimaient leur autorité. Nous avons passé les 2 heures suivantes à passer en revue les protocoles de l'enquête élargie, notamment les procédures de communication, le traitement des preuves et les mesures de sécurité personnelle qui me permettraient de rester en vie pendant que nous montions des dossiers contre des personnes qui avaient déjà démontré leur volonté de menacer des agents fédéraux. Torres m'a fourni des appareils de communication sécurisés et a établi un calendrier de contrôle qui garantirait le renfort des autorités fédérales si le réseau de Karen décidait d'aller plus loin que des menaces par SMS. Alors que je m'apprêtais à quitter le bureau de Richmond, Torres m'a remis un dernier document officialisant mon rôle dans la subdivision opérationnelle. Monsieur Chandler, en 30 ans de carrière dans les forces de l'ordre fédéral, j'ai rarement vu une affaire évoluer aussi rapidement. D'une découverte fortuite à une enquête fédérale majeure, votre dispute pour une place de parking va aboutir à des dizaines d'arrestations et à la récupération de millions de dollars volés. Le soleil matinal se reflétait sur les fenêtres du bâtiment fédéral, tandis que je marchais vers ma voiture, et je réalisais que la décision de Karen Payton d'appeler la police pour un agent fédéral venait de déclencher la plus grande enquête pour corruption d'une association de propriétaires de l'histoire de la Virginie. Le trajet jusqu'à chez moi m'a donné le temps d'assimiler l'ampleur de ce que j'avais appris. Ce qui avait commencé comme un simple conflit de voisinage avait révélé une organisation criminelle multiétatique qui opérait en partant du principe que personne ne prendrait jamais la peine de vérifier ses calculs ou de remettre en question son autorité. L'erreur fatale de Karen avait été de supposer que les agents fédéraux pouvaient être intimidés aussi facilement que des propriétaires de banlieue, et cette supposition était sur le point de coûter à son réseau tout ce qu'il avait construit en 5 ans de vol et de corruption systématique. L'attention des médias a commencé mercredi matin avec un reportage local qui me présentait comme un lanceur d'alerte fédéral ayant dénoncé la corruption grâce à une enquête minutieuse. La présentatrice du journal télévisé du matin de Channel 7, une femme qui croyait que des intonations dramatiques pouvaient remplacer le journalisme, a décrit avec enthousiasme comment une dispute de stationnement entre agents fédéraux avait révélé une fraude de plusieurs millions de dollars visant des propriétaires de Virginie. L'article me dépeignait comme un héros qui avait à lui seul démantelé un réseau criminel, ce qui était flatteur mais dangereusement prématuré, étant donné que nous n'avions arrêté personne et saisi absolument rien. L'agent Torres m'a appelé pendant que je regardais mon visage apparaître à la télévision à côté d'un titre annonçant « Un héros fédéral dévoile une fraude commise par une association de propriétaires ». Sa voix trahissait la frustration contenue de quelqu'un qui voyait une opération soigneusement planifiée et risquer d'être compromise par l'enthousiasme des médias. Monsieur Chandler, nous devons discuter immédiatement de la gestion des médias. Cette histoire se répand plus vite que prévu et cela va considérablement modifier notre calendrier. Pouvez-vous être à Richmond dans 2 heures? Le trajet m'a donné le temps de réfléchir à la réaction probable de Karen Payton
En voyant les activités de son réseau décrites à la télévision le matin et à la question de savoir si la protection fédérale serait suffisante si elle décidait qu'il valait mieux éliminer la source de ces problèmes plutôt que de risquer 20 ans de prison fédérale. Le bureau de Richmond bourdonnait d'activité, signe que l'opération était passée en mode urgence. Torres m'attendait avec une pile de journaux et des tablettes affichant des dizaines d'articles sur le scandale de l'Association de propriétaires de Virginie, qui était devenu du jour au lendemain un sujet d'actualité régionale. La bonne nouvelle, c'est que nous recevons des appels de victimes dans 3 États qui souhaitent coopérer, m'expliqua-t-elle en faisant défiler les emails envoyés par des habitants de communautés dont je n'avais jamais entendu parler. La mauvaise nouvelle, c'est que l'attention des médias a probablement déclenché les protocoles d'urgence du réseau, ce qui signifie qu'ils sont en train de s'enfuir ou de détruire des preuves au moment où nous parlons. Pors m'a conduit dans une salle de conférence plus grande où des procureurs fédéraux coordonnaient leurs efforts avec les autorités de l'État pour accélérer les arrestations et la saisie des preuves. Le chaos organisé m'a rappelé les opérations de secours en cas de catastrophe, où plusieurs agences travaillent simultanément pour empêcher un réseau criminel d'échapper aux conséquences grâce à des avertissements. Nous avançons le calendrier des arrestations du mois prochain à ce week-end. L'assistant du procureur fédéral Michael Harrison expliquait en étalant les mandats et les documents juridiques sur une table de conférence. La couverture médiatique a rendu impossible toute enquête secrète. Nous passons donc à une intervention rapide avant qu'il ne puisse disparaître. Les procureurs m'ont montré des images de vidéosurveillance des dernières 24 heures qui révélaient exactement comment le réseau réagissait à l'attention des médias. Karen apparaissait dans plusieurs clips, transportant frénétiquement des cartons de sa maison vers divers véhicules, tandis que son mari déchiquetait des documents dans son bureau du comté après les heures de travail. Ils sont en mode crise totale, a fait remarquer Harrison, en montrant des horodatages qui révélaient une destruction coordonnée de preuves à plusieurs endroits. Madame Péton a été en contact avec au moins 6 associés du réseau depuis que l'affaire a été révélée, et nous avons intercepté des communications discutant de plans de fuite et de liquidation d'actifs. Mon téléphone a sonné. C'était Benjamin Nelson, un avocat spécialisé dans les droits civiques dont le cabinet avait reçu des appels de journalistes cherchant à obtenir des commentaires sur mon rôle dans la révélation du réseau frauduleux. Monsieur Chandler, je suis votre affaire depuis que le bureau du procureur général de l'État ait mentionné votre implication. Je voudrais vous offrir une représentation juridique pour toute violation des droits civiques dont vous auriez pu être victime et vous aider à coordonner un recours collectif au nom des propriétaires lésés. Je n'étais pas sans ironie de recevoir une aide juridique pour une affaire qui avait commencé par une menace d'arrestation, mais l'offre de Nelson suggérait que les conséquences juridiques pour le réseau de Karen iraient bien au-delà de poursuites pénales. L'après-midi apporta ce qui semblait initialement être une justification et une conclusion. Harrison reçut la confirmation que les juges fédéraux avaient approuvé tous les mandats demandés. Les autorités de l'État avaient coordonné les ordonnances de conservation des preuves et plusieurs agences étaient prêtes à procéder à des arrestations simultanées dans 3 États. Nous sommes face à la plus grande opération contre une fraude immobilière de l'histoire fédérale. Et annoncé Harrison aux représentants des forces de l'ordre réunies. Le litige de M. Chandler concernant son parking nous a fourni tous les éléments nécessaires pour démanteler une organisation criminelle qui a volé des millions de dollars à des propriétaires américains. La célébration semblait prématurée, mais les preuves semblaient accablantes. Torres m'a montré les documents financiers compilés par les experts comptables du FBI qui révélaient l'étendue des activités du réseau. Des sociétés écrans au Delaware et au Nevada, des contrats de consultation frauduleux d'une valeur de plus de 15 millions de dollars, des systèmes de potes de vin impliquant des fonctionnaires locaux de plusieurs juridictions et une opération de blanchiment d'argent qui transférait des fonds volés par l'intermédiaire d'entreprises légitimes depuis plus de 5 ans. C'est la réaction de Mme Pimpton à votre enquête qui nous a menés à tout cela, m'a expliqué Torres. Sans sa réaction paniquée, nous n'aurions peut-être jamais découvert les connexions interétatiques. Des conférences de presse étaient prévues pour vendredi matin, où je devais intervenir en tant qu'agent fédéral, dont la diligence avait permis de mettre au jour une corruption systémique que les autorités locales et fédérales n'avaient pas détectée. Des séances de formation aux médias m'ont préparé à répondre aux questions sur la manière dont un différend concernant un parking avait conduit à des accusations fédérales,
et les procureurs m'ont aidé à expliquer des crimes financiers complexes dans des termes compréhensibles par le grand public. Le récit était convaincant, justice était rendue, et mon rôle de héros accidentel était documenté pour la postérité. Jeudi soir, les premiers signes indiquèrent que notre célébration était peut-être prématurée. Torres m'appela pour m'annoncer que les équipes de surveillance avaient perdu le contact avec 3 associés du réseau qui étaient sous surveillance fédérale depuis lundi. Ils ont disparu, M. Chandler. Aucune activité sur leur téléphone portable, aucune transaction par carte de crédit, aucun mouvement à leurs adresses connues. Soit ils se cachent dans la région, soit ils ont fui la juridiction. La possibilité que des membres du Key Network échappent aux poursuites judiciaires a jeté une ombre sur ce qui semblait être une justice inévitable et suggérait que l'organisation de Karen était plus sophistiquée que nous ne le pensions. Mon téléphone a vibré, signalant l'arrivée d'un SMS qui a immédiatement changé la teneur de notre enquête. Monsieur Chandler, vous avez commis une grave erreur en vous immisçant dans des affaires qui ne vous concernent pas. La protection fédérale ne vous sera d'aucun secours si vous donnez suite à la conférence de presse prévue demain. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Torres photographia le message et activa immédiatement les protocoles de sécurité renforcés, mais le ton était différent de celui des communications précédentes. Il ne s'agissait pas d'une intimidation désespérée, mais d'une assurance professionnelle qui suggérait que le réseau de Karen disposait de ressources et de capacités que nous n'avions pas entièrement comprises. Le téléphone sécurisé que Torres m'avait fourni a sonné. C'était un appel crypté de l'assistant du procureur fédéral Harrison. « Monsieur Chandler, nous avons un problème. L'avocat de Mme Piton vient de déposer une requête d'urgence devant la Cour fédérale contestant la compétence, remettant en question les procédures de collecte des preuves et exigeant le rejet immédiat de toutes les accusations pour vice de procédure. Ils affirment que vous avez outrepassé votre autorité en tant que consultant de l'État et que toute l'enquête est le fruit d'une procédure illégale. L'attaque juridique était coordonnée et sophistiquée, ce qui suggérait que le réseau de Karen comprenait des avocats qui connaissaient suffisamment bien la procédure fédérale pour exploiter des détails techniques que nous avions peut-être négligés dans notre empressement à tirer parti de l'attention des médias. Le vendredi matin, une nouvelle est tombée qui a transformé notre victoire apparente en un désastre potentiel. Les marshals fédéraux ont signalé que Karen Piton avait disparu de son domicile pendant la nuit, laissant derrière elle une maison qui avait été systématiquement vidée de tous les documents, ordinateurs et tout autre élément pouvant constituer des preuves. Elle a disparu, m'a informé Torres lors d'une conférence téléphonique d'urgence. Disparition professionnelle, aucune trace, aucune empreinte numérique, aucun indice sur sa destination. Soit elle se cache dans la région avec l'aide de son réseau, soit elle s'est enfuie dans une juridiction où l'extradition fédérale serait compliquée. La conférence de presse a été reportée C&D pendant que les autorités fédérales tentaient de sauver une enquête qui semblait devoir aboutir à des dizaines d'arrestations et à la récupération de millions de dollars d'avoirs. Les médias, qui saluaient auparavant le succès des autorités fédérales, ont commencé à remettre en question leurs compétences, et mon rôle est passé de celui de héros à celui de bouc émissaire potentiel d'une opération compromise par une publicité prématurée. La dispute pour une place de parking qui avait déclenché toute cette série d'événements semblait soudain très lointaine. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi les agents fédéraux expérimentés préféraient la patience à la publicité lorsqu'ils montaient des dossiers contre des personnes qui avaient démontré à la fois les ressources et la volonté de disparaître lorsqu'elles étaient confrontées aux conséquences. Avant de nous plonger dans la confrontation finale, je suis curieux de connaître votre opinion. Avez-vous déjà été témoin d'un abus de pouvoir de la part d'une personne en autorité? Si oui, comment avez-vous réagi? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais connaître différents points de vue alors que nous attendons de voir comment tout cela va se dérouler. Je m'appelle Bruce, j'écris depuis New York et vos commentaires contribuent à rendre ces histoires encore meilleures. La réunion de la cellule de crise s'est tenue à 5 heures du matin samedi dans un bâtiment fédéral qui semblait avoir été conçu pour intimider des personnes qui vivaient déjà le pire jour de leur vie. L'agent Torres avait l'air épuisé, comme quelqu'un qui avait coordonné une chasse à l'homme dans 3 États, tout en répondant aux appels de ses supérieurs qui voulaient savoir comment un réseau régional de corruption avait pu disparaître du jour au lendemain. Monsieur Chandler, nous avons 48 heures pour sauver cette enquête
avant qu'elle ne devienne un cas d'école en matière d'abus de pouvoir fédéral et de mauvaise gestion médiatique, a-t-elle annoncé en étalant de nouvelles photos de surveillance sur une table de conférence qui ressemblait à un tableau de planification d'une salle de guerre. Les photos révélaient que Karen Pitton n'avait pas fui la juridiction comme nous le pensions. Au contraire, elle se cachait à la vue de tous, passant d'une planque à l'autre fournie par des associés du réseau, tout en coordonnant une contre-attaque juridique et médiatique visant à présenter les autorités fédérales comme des bureaucrates incompétents, manipulés par un employé fédéral zélé, animé par une vendetta personnelle. Elle a accordé des interviews à des médias sympathisants, m'expliqua Torres, me montrant des écrans de tablette affichant des articles avec des titres tels que « La rage d'un agent fédéral détruit la vie d'une femme innocente » et « La présidente d'une association de propriétaires se bat contre la persécution du gouvernement ». Le changement de discours était magistral et terrifiant. Karen s'était présentée comme une propriétaire de banlieue prise pour cible par les autorités fédérales pour avoir tenté de faire respecter les normes communautaires, tandis que j'étais dépeint comme un tyran fédéral ayant abusé de son autorité pour exercer des représailles contre une voisine qui avait osé remettre en question mes choix en matière de stationnement. Les articles comprenaient des interviews de résidents qui louaient le leadership communautaire de Karen et exprimaient leur indignation face à l'ingérence fédérale dans la gouvernance locale de l'Association des propriétaires. Elle a transformé cela en une histoire de David contre Goliath, a fait remarquer M. Torres d'un air sombre. Sauf que dans sa version, elle est David et que tout le gouvernement fédéral est Goliath. L'assistant du procureur fédéral Harrison est arrivé avec des nouvelles qui ont considérablement compliqué notre situation. L'équipe juridique de Mme Pitton a déposé une requête auprès du tribunal fédéral demandant une mesure injonctive immédiate contre la poursuite de l'enquête fédérale, invoquant le harcèlement et la violation de ses droits constitutionnels. Elle fait valoir que toute l'affaire repose sur une animosité personnelle plutôt que sur des préoccupations légitimes en matière d'application de la loi. La stratégie juridique était sophistiquée et potentiellement efficace, compte tenu notamment de la couverture médiatique qui soutenait son récit de victimisation. Mon téléphone sécurisé a sonné. C'était Mme Roberts, dont la voix trahissait l'attention de quelqu'un qui recevait des appels menaçants depuis que son nom était apparu dans les médias en tant que témoin coopérant. « Monsieur Chandler, ils font pression sur tous ceux qui vous ont parlé pour qu'ils reviennent sur leur déclaration. Mme Peterson, de Oak Street, m'a appelé en pleurs, disant que des hommes en costume s'étaient présentés chez elle et lui avaient suggéré qu'elle avait mal compris ce qu'elle avait vu lors des réunions de l'Association des propriétaires. Les gens ont peur et commencent à croire que Mme Pitton essayait peut-être simplement de faire son travail. La campagne d'intimidation des témoins était systématique et efficace, conçue pour saper les fondements de notre dossier en convainquant les gens que leurs propres expériences n'étaient pas celles dont ils se souvenaient. Torres activa un système de communication sécurisé qui reliait notre opération à Richmond aux bureaux locaux du FBI dans le Maryland et en Caroline du Nord, où des enquêtes parallèles suivaient les associés du réseau de Karen. Nous mettons en place l'opération Spotlight, a-t-elle annoncé aux agents fédéraux et aux procureurs réunis. Transparence totale, publicité maximale, documentation complète de tout ce que nous faisons à partir de maintenant. Si Mme Pitton veut mener cette bataille dans les médias et devant les tribunaux simultanément, elle aura exactement ce qu'elle demande. Cette stratégie représentait un renversement complet de la procédure fédérale habituelle qui privilégie généralement les enquêtes et les poursuites discrètes plutôt que la confrontation publique. Au lieu de nous soustraire à l'attention des médias, nous allions l'accepter, documenter chaque aspect de notre enquête et rendre toutes les preuves accessibles au public en temps réel. Le réseau de Mme Pemberton opérait dans l'ombre depuis 5 ans. Torres expliqua « La lumière du jour est exactement ce qui les empêche de survivre. Nous allons donc leur en donner autant que possible. » La première phase de l'opération Spotlight consistait en une campagne médiatique coordonnée visant à présenter toutes les preuves contre le réseau de Karen avant qu'elle ne puisse manipuler davantage l'opinion publique. Dès l'âge paru, des experts comptables judiciaires fédéraux avaient préparé des tableaux financiers simplifiés montrant exactement comment fonctionnait le système de détournement de fonds, tandis que des spécialistes du numérique avaient créé des présentations visuelles permettant au public télévisé de comprendre les opérations complexes de blanchiment d'argent.
Nous allons informer le public sur ce qu'est la criminalité en col blanc, a expliqué Harrison, et le laisser décider si Mme Piton est une victime ou une coupable. Mon rôle dans la campagne médiatique consistait non seulement à expliquer ce que j'avais découvert, mais aussi à expliquer le fonctionnement des procédures d'enquête fédérales et les raisons pour lesquelles les citoyens ordinaires devraient se soucier de la corruption au sein des associations de propriétaires. Des sessions de formation aux médias m'ont préparé aux questions hostiles des journalistes influencés par le récit de Karen, et les procureurs m'ont appris à présenter les preuves sans compromettre la procédure judiciaire en cours. L'objectif est la transparence sans préjugés du jury potentiel, a souligné Harrison, qui devait trouver un équilibre impossible compte tenu de l'attention médiatique déjà suscitée par notre affaire. La percée a eu lieu lorsque les spécialistes en criminalistique numérique ont récupéré des communications du réseau de Karen qui avaient été automatiquement sauvegardées sur des serveurs cloud dont les criminels ignoraient l'existence. Les messages révélaient non seulement des crimes financiers, mais aussi des discussions détaillées sur l'intimidation de témoins, la destruction de preuves et des plans visant à me faire passer pour un agent fédéral corrompu qui avait fabriqué des preuves pour assouvir sa rancune personnelle. Ils ont tout documenté, a déclaré Torres avec une certaine stupéfaction. Chaque crime, chaque tentative de dissimulation, chaque stratégie illégale qu'ils ont utilisée pour échapper aux poursuites. C'est comme s'ils avaient tenu un journal de leur violation des lois fédérales. Samedi après-midi, les arrestations coordonnées que nous avions initialement prévues pour le week-end précédent ont eu lieu. Les agents fédéraux ont exécuté des mandats simultanés en Virginie, dans le Maryland et en Caroline du Nord, arrêtant les associés du réseau de Karen avant qu'ils ne puissent mettre en œuvre leur plan de fuite. Les arrestations ont été menées sous les yeux des médias, qui ont pu filmer les agences fédéraux récupérant des cartons contenant des preuves qui démontraient l'ampleur du complot sur lequel nous enquêtions. Voilà à quoi ressemble la responsabilité, a déclaré Torres aux journalistes rassemblés devant la dernière planque connue de Karen. Personne n'est au-dessus des lois, quelle que soit sa position ou sa capacité à manipuler la couverture médiatique. Karen s'est finalement rendue dimanche matin au tribunal fédéral, où elle a comparu avec son équipe juridique pour ce qui devait être une audience sur ses requêtes visant à faire rejeter les accusations fédérales. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée confrontée à des accusations supplémentaires fondées sur les communications récupérées sur des serveurs cloud, notamment complot en vue d'entravers la justice, intimidation de témoins et tentative de piégeage d'un agent fédéral. Les marches du tribunal étaient bondées de caméras et de manifestants, dont des dizaines de résidents de l'HOA qui avaient été victimes des activités de son réseau au cours des 5 dernières années. La mise en scène médiatique a cristallisé tout ce que notre enquête avait révélé sur le pouvoir, la corruption et la responsabilité dans l'Amérique moderne. Karen Piton, qui avait déclenché toute cette affaire en menaçant de faire arrêter un agent fédéral pour une place de parking, se retrouvait désormais menottée et risquait 25 ans de prison fédérale pour des crimes que les autorités fédérales n'auraient peut-être jamais découverts si elles s'étaient simplement occupées de ces affaires un dimanche après-midi tranquille. Alors que les marshals fédéraux conduisaient Karen vers l'entrée du tribunal, elle a tenté une dernière fois de contrôler le récit qui avait échappé à son emprise. Voilà ce qui arrive quand des citoyens ordinaires essaient de faire respecter les normes de la communauté, a-t-elle déclaré aux caméras. Les autorités fédérales détruisent votre vie si vous osez remettre en question leur autorité. L'ironie de sa déclaration, prononcée alors qu'elle était menottée pour des crimes incluant le détournement de millions de dollars et des menaces à l'encontre d'agents fédéraux, constituait la conclusion parfaite d'une affaire qui avait commencé par quelqu'un revendiquant une autorité qu'elle n'avait jamais eue et qui s'était terminée par des conséquences qu'elle n'aurait jamais imaginées. 6 mois plus tard, je me tenais à l'endroit même où Karen Piton avait menacé de faire remorquer ma voiture, observant un quartier très différent qui s'animait en cette matinée de printemps étonnamment belle. Le Willowbrook Community Center organisait sa première journée annuelle de la transparence, un événement qui, parti de notre expérience locale, était devenu un modèle adopté par les associations de propriétaires de toute la Virginie. Madame Roberts, désormais présidente élue de l'association, expliquait à une foule de résidents et de journalistes en visite comment la surveillance et la documentation des citoyens avaient transformé leur communauté, autrefois où les gens craignaient leur propre association de propriétaires, en quelque chose qui s'apparentait à une véritable démocratie. Les conséquences juridiques avaient dépassé toutes les attentes.
tant en termes d'exhaustivité que de sévérité. Karen Payton avait été condamnée à 18 ans de prison fédérale après avoir plaidé coupable à des chefs d'accusation incluant racket, fraude électronique, blanchiment d'argent et complot en vue d'entraver la justice. Son mari, Robert, avait été condamné à 12 ans pour son rôle dans le système de corruption lié au zonage, tandis que 6 autres associés du réseau avaient été condamnés à des peines allant de 3 à 15 ans. Le tribunal fédéral avait ordonné la restitution intégrale des fonds volés, qui s'élevait à près de 22 millions de dollars lorsque le décompte final avait été établi. Dans cette affaire, l'expression « justice a été rendue » avait tout son sens. Loin d'être une formule juridique creuse, comme c'est souvent le cas dans les poursuites pour crimes en col blanc, la transformation de la communauté avait été tout aussi spectaculaire. Le nouveau conseil d'administration de l'Association des propriétaires, élu lors de la première élection contestée dont on se souvienne, avait mis en place des exigences de transparence qui allaient bien au-delà des minimums légaux de l'État. Toutes les réunions du conseil étaient enregistrées et publiées en ligne. Les registres financiers étaient examinés chaque trimestre par des auditeurs indépendants et toute dépense supérieure à 500 $ devait être annoncée à l'avance et soumise à la communauté. Nous avons appris que la transparence est le meilleur remède, a déclaré Mme Roberts dans son discours à la foule. Lorsque tout est documenté et accessible au public, il devient très difficile pour quiconque d'abuser de son autorité ou de détourner des fonds. Mon rôle avait évolué, passant de celui de lanceur d'alerte accidentelle à celui de quasi-organisateur communautaire, même si je préférais me considérer comme quelqu'un qui avait simplement insisté pour que les procédures appropriées soient respectées jusqu'à ce que la vérité devienne impossible à ignorer. Le ministère fédéral de l'Intérieur a reconnu mon travail en me remettant une distinction pour service exceptionnel et pour avoir dénoncé la corruption publique. Mais ma véritable satisfaction est venue du fait de voir des gens ordinaires découvrir qu'ils avaient plus de pouvoir qu'ils ne le pensaient lorsqu'ils étaient prêts à documenter les problèmes et à exiger des comptes par les voies appropriées. Les citoyens n'ont pas besoin de diplômes en droit ni de badges fédéraux. C'est ce que j'avais dit à divers publics au cours des derniers mois. Ils doivent simplement comprendre leurs droits et être prêts à utiliser les procédures légales disponibles lorsque ces droits sont violés. Les répercussions se sont étendues bien au-delà de notre quartier. L'Assemblée générale de Virginie a adopté une nouvelle législation exigeant une surveillance accrue de la gestion financière des associations de propriétaires. Alors que des projets de loi similaires étaient à l'étude dans le Maryland et en Caroline du Nord, les autorités fédérales ont créé un nouveau groupe de travail spécialement chargé de lutter contre la corruption au sein des associations de propriétaires avec des fonds pour enquêter sur les plaintes qui auraient pu être ignorées dans le passé. L'affaire Pimpton est devenue un modèle de coordination entre les autorités fédérales, étatiques et locales pour lutter contre la criminalité en col blanc qui dépasse les frontières juridictionnelles. L'assistant du procureur fédéral Harrison l'avait expliqué lors d'une récente conférence sur l'application de la loi. Elle a également démontré comment les documents et les signalements des citoyens peuvent servir de base à des enquêtes fédérales complexes. La satisfaction personnelle de voir justice rendue était tempérée par des préoccupations sécuritaires persistantes qui rappelaient que les réseaux de corruption ne disparaissent pas toujours discrètement lorsque leurs dirigeants sont emprisonnés. 2 des associés du réseau de Karen n'avaient jamais été arrêtés, ayant réussi à s'enfuir vers des pays sans traité d'extradition, et les autorités fédérales avaient averti que des représailles restaient possibles. Les mesures de sécurité étaient devenues routinières plutôt qu'intrusives. Mais elle rappelait constamment que s'attaquer à des personnes puissantes qui ont bâti des entreprises criminelles implique d'accepter certains changements permanents dans sa vie quotidienne. Le prix de la responsabilité, avait observé l'agent Torres, est une vigilance éternelle à l'égard des personnes qui préfèrent opérer dans l'ombre. L'attention des médias s'était progressivement déplacée de la couverture sensationnelle des arrestations et des procès vers des reportages plus substantiels sur la gouvernance des HOA et les droits des citoyens. Monde différent concernant le stationnement était devenu une étude de cas dans les facultés de droit et les programmes d'administration publique, utilisés pour enseigner aux étudiants comment des interactions ordinaires peuvent révéler des problèmes systémiques et comment une documentation appropriée peut transformer des incidents isolés en preuves exploitables. L'affaire Chandler, comme on l'appelait dans les milieux universitaires,
avait rejoint une petite collection d'histoires sur des découvertes accidentelles qui avaient conduit à des enquêtes fédérales majeures. Je n'ai pas manqué d'ironie en devenant une note de bas de page dans les manuels d'administration publique, d'autant plus que tout avait commencé parce que je voulais simplement prendre mon ordinateur portable et rentrer chez moi. Benjamin Nelson, l'avocate spécialisée dans les droits civiques qui avait proposé d'aider à coordonner l'action en justice des propriétaires lésés, avait négocié avec succès des accords qui ont permis de restituer plus de 15 millions de dollars aux communautés touchées. Le recours collectif avait également établi des précédents juridiques qui rendraient plus difficile la mise en œuvre de fraudes similaires et faciliteraient les poursuites judiciaires à l'avenir. La volonté de M. Chandler de tout documenter et de suivre les procédures appropriées a jeté les bases d'une action en justice qui a aidé des centaines de familles à récupérer l'argent qui leur avait été volé. Nelson avait fait remarquer lors de la conférence finale sur le règlement. Cette affaire montre pourquoi les citoyens ordinaires ne doivent jamais sous-estimer l'importance de connaître leurs droits et d'utiliser les protections juridiques à leur disposition. L'impact professionnel a été tout aussi important. Le ministère fédéral de l'Intérieur m'a demandé de diriger une nouvelle division chargée d'enquêter sur la corruption au sein des entités gouvernementales locales bénéficiant de fonds fédéraux, un rôle qui allait officialiser le travail que j'avais accompli par hasard au cours des 6 derniers mois. Ce poste impliquait de se rendre dans des communautés où les citoyens avaient signalé des problèmes similaires à ceux que nous avions rencontrés à Willowbrook, afin de fournir l'expertise et les ressources fédérales nécessaires pour soutenir les efforts locaux en matière de responsabilité. Vous avez démontré un talent inhabituel pour transformer les plaintes des citoyens en affaires fédérales, m'avait fait remarquer mon supérieur lors de l'entretien d'embauche. Nous aimerions mettre ce talent à la disposition des communautés de tout le pays. La reconnaissance la plus significative est venue des habitants de Willowbrook eux-mêmes, qui ont voté à l'unanimité pour donner à la salle de réunion du centre communautaire le nom de l'agent fédéral qui nous a rappelé que nous avons des droits pour lesquels il vaut la peine de se battre. La plaque à côté de la porte indiquait « Chandler Accountability Room », ce qui semblait à la fois excessif et tout à fait approprié pour un espace où les citoyens continueraient à se réunir pour s'assurer que leurs représentants élus restent responsables devant les personnes qu'ils servent. La démocratie a besoin d'être entretenue, avait déclaré Mme Roberts lors de la cérémonie d'inauguration. M. Chandler nous a montré à quoi ressemble cet entretien dans la pratique. En regardant les familles profiter du printemps et de la fête communautaire, qui avait vu le jour grâce à notre insistance collective sur la transparence et la responsabilité, je me suis demandé comment un simple conflit de stationnement avait pu prendre une ampleur telle que personne n'aurait pu l'imaginer. La tentative d'intimidation d'un agent fédéral par Karen Payton avait révélé une organisation criminelle impliquant plusieurs États, conduit à des dizaines d'arrestations et de condamnations, permis de récupérer des millions de dollars volés et créer des précédents juridiques qui protégeraient les communautés pendant de nombreuses années. La leçon semblait claire. Les citoyens qui connaissent leurs droits et suivent les procédures appropriées, lorsque ces droits sont violés, peuvent obtenir des résultats qui semblaient impossibles lorsqu'ils ont commencé à poser des questions. L'après-midi se terminait par un barbecue communautaire et des discussions informelles sur la manière dont d'autres quartiers pourraient mettre en œuvre des mesures de transparence similaires lorsque mon téléphone a vibré, signalant un SMS de l'agent Torres. Monsieur Chandler, nous avons reçu des informations faisant état de cas similaires de corruption au sein d'associations de propriétaires dans 3 communautés du Colorado. Seriez-vous intéressé par un voyage à Denver le mois prochain pour une mission de conseil? J'ai regardé autour de moi le quartier paisible en fait. J'ai réfléchi à cette offre qui me permettrait d'aider d'autres communautés à éviter ce qu'avait vécu Willowbrook et j'ai réalisé que mes dimanches après-midi tranquilles appartenaient peut-être au passé. Mais certaines responsabilités méritent d'être assumées, en particulier lorsqu'il s'agit de garantir que des personnes comme Karen Payton ne puissent être abusées de leur autorité sans avoir à en répondre devant des citoyens qui refusent de se laisser intimider. 2 ans après cette confrontation du dimanche matin, j'étais en train d'examiner des dossiers dans mon nouveau bureau de Denver lorsqu'une notification familière a attiré mon attention sur mon téléphone. Une vidéo était devenue virale sur les réseaux sociaux, montrant un propriétaire de Phoenix filmant calmement la présidente de son association de propriétaires qui exigeait d'entrer dans sa maison pour une inspection d'urgence de son jardin.
On pouvait entendre la voix calme du propriétaire expliquer les lois de l'Arizona sur les droits de propriété, tandis que la responsable de l'association, de plus en plus agitée, menaçait de lui infliger des amendes, de le poursuivre en justice et d'appeler la police. La vidéo se terminait par le départ précipité de la présidente de l'association, qui s'était rendu compte qu'elle était filmée, suivi d'un texte expliquant que le propriétaire avait porté plainte auprès des autorités de l'État et cherchait un avocat. Les commentaires révélaient la véritable histoire. Des centaines de personnes ont partagé leurs propres expériences avec les abus des associations de propriétaires, la corruption des autorités locales et les figures d'autorité qui pensaient que personne ne contesterait leur pouvoir artificiel. Mais contrairement à la frustration impuissante qui caractérise généralement ce genre de discussion, ces commentaires comprenaient des conseils pratiques, des ressources juridiques et des exemples de réussite de personnes qui avaient utilisé des documents et des procédures appropriées pour se défendre efficacement. Documentez tout est une recommandation qui est revenue à plusieurs reprises. Connaissez vos droits, suivez les voies appropriées. La transparence est le meilleur remède. L'affaire Python était devenue plus qu'un précédent juridique. Elle était devenue un modèle que les citoyens ordinaires pouvaient suivre lorsqu'ils étaient confrontés à la corruption dans leur communauté. La Division fédérale de surveillance des associations de propriétaires, désormais dirigée par Mme Roberts, recevait plus de 300 plaintes par mois, la plupart accompagnées de documents détaillés qui facilitaient considérablement les enquêtes et les poursuites par rapport aux affaires fédérales traditionnelles qui reposaient sur des informateurs et des opérations d'infiltration. Les citoyens avaient compris que leurs smartphones et les lois étatiques sur la liberté d'information leur offraient des outils de responsabilisation que les générations précédentes n'auraient jamais pu imaginer. Mme Roberts a appelé cet après-midi-là pour annoncer que Willowbrook avait été sélectionnée comme communauté modèle pour un nouveau programme fédéral destiné à aider les associations de propriétaires à mettre en œuvre volontairement des exigences de transparence plutôt que d'attendre que des scandales de corruption imposent le changement. M. Chandler, a-t-elle dit, d'une voix empreinte de la confiance de quelqu'un qui a découvert son pouvoir de changer les choses. Nous recevons des visiteurs de communautés de tout le pays qui veulent savoir comment nous avons transformé notre quartier, autrefois le royaume de Karen, en une véritable démocratie. Votre conflit de stationnement est devenu un mouvement. Je ne manquais pas de remarquer l'ironie de la situation alors que je me préparais à un nouveau voyage de consultation pour aider des communautés à mettre en œuvre des mesures de responsabilité qui empêcheraient à l'avenir des Karen Pittons d'agir en toute impunité. Une femme qui pensait pouvoir intimider un agent fédéral pour une place de parking avait accidentellement créé un modèle national pour l'autonomisation des citoyens et la transparence gouvernementale. Son héritage serait exactement le contraire de ce qu'elle avait prévu. Des millions d'Américains comprenaient désormais que l'autorité sans responsabilité n'était rien d'autre que du crime organisé avec de meilleures cartes de visite. Parfois, les batailles les plus importantes commencent par quelqu'un qui refuse de se laisser intimider pour quelque chose d'aussi simple que l'endroit où il gare sa voiture. Votre histoire compte et votre voix a du pouvoir. Comme Mark, vous avez probablement déjà été confronté à quelqu'un qui a abusé de son autorité. Qu'il s'agisse d'un tyran de votre association de propriétaires, d'un tyran au travail ou d'un fonctionnaire local qui a oublié qu'il est à votre service, vous avez ressenti cette colère impuissante, ce sentiment d'injustice lorsque le système semblait truqué contre des gens ordinaires. Mais voici ce que j'ai appris en écrivant ces histoires. La connaissance de vos droits et une documentation appropriée sont synonymes de pouvoir réel. Vous n'avez pas besoin d'un badge fédéral pour lutter contre la corruption. Vous devez simplement savoir comment vous y prendre. Si cela correspond à votre expérience, cliquez sur J'aime et abonnez-vous à Harper Stories. Je suis en train de créer une communauté où nous partageons des stratégies concrètes pour des personnes réelles, confrontées à de véritables luttes de pouvoir. Votre prochain chapitre commence en prenant conscience que vous n'êtes pas impuissant. Merci d'avoir suivi cette histoire où la folie rencontre des rebondissements à couper le souffle. Nous apprécions que vous ayez fait ce voyage avec nous. Surprenez, partagez et revenez nous voir, car la prochaine histoire est à ne pas manquer. Très riche. Pensez que vous avez reçu quelque chose de solide.